Bonsoir, bienvenue. Les vacances d'hiver vont-elles permettre aux professionnels du tourisme de retrouver le sourire ? Après un démarrage timide début février, la fréquentation a progressé ces derniers jours sur le littoral vendéen. Les réservations sont en hausse dans les hôtels. Reportage dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alexia Jeannès s'est rendue dans 2 établissements qui avaient été désertés lors des vacances de Noël. Cette année, c'est sur le littoral que les touristes passent leurs vacances d'hiver. Depuis la semaine dernière, les réservations dans cet hôtel s'enchaînent. L'établissement compte même plus de clients que l'année précédente au même moment, alors que sa capacité d'accueil a été réduite de 40%. Victime de son succès, l'hôtel a même dû refuser des clients ces derniers jours. La demande a été assez forte la semaine dernière, un peu trop forte d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a décidé de bloquer un nombre de chambres. C'est-à-dire qu'à peu près au bon 2/3, on a préféré arrêter pour le confort des gens. Parce que pour nous, c'était pas gérable de remplir l'hôtel alors qu'on aurait pu. Dans un sens, c'est un peu dommage parce que quand on sait qu'on peut faire plus de chiffre d'affaires pour une période qui est très porteuse. De nombreuses réservations qui se font pour beaucoup à la toute dernière minute, parfois même juste quelques heures avant l'arrivée des clients, principalement originaires de la région. Ça a été vraiment de la dernière minute. Vraiment, c'est ce qui a été un peu le plus compliqué à gérer. Parce que pour prévoir la marchandise, pour leur donner à manger, il faut toujours s'y prendre quelques jours à l'avance. Comme c'est des séjours qui sont plutôt courts, les gens n'ont pas choisi de rester une semaine entière. C'est seulement 2 jours, 3 jours. Le constat est le même dans cet hôtel, situé quelques kilomètres plus loin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mercredi dernier, j'avais 18 chambres de prise sur 22 chambres, ce qui est bien en février. Voilà. Mais 3 jours avant, j'en avais 5. Voilà, c'est très très fluctuant. La première semaine de vacances a été un succès pour l'établissement, mais le nombre de touristes commence à s'épuiser. Pour ce gérant, le plus compliqué reste la fermeture des restaurants. La prestation est assurée ici dans l'hôtel pour dormir, mais pour manger, c'est pas le cas, donc c'est compliqué. C'est compliqué, les gens sont obligés d'entre guillemets de pique-niquer, ils mangent dans les chambres, pour moi c'est pas satisfaisant. Voilà, on travaillera normalement le jour où les restaurants seront enfin ouverts. Il faut que sanitairement ça puisse être le cas rapidement. Finalement, la côte vendéenne a attiré plus de vacanciers que ces hôteliers ne l'auraient imaginé. Ils espèrent maintenant que la prochaine saison touristique se fera dans des conditions beaucoup plus souples. Avec la crise sanitaire, le taux de chômage pourrait avoisiner 11% cette année en France, un contexte qui n'empêche pas certaines entreprises de recruter. C'est le cas de la société Sistébois. Le constructeur de chalets de Beaulieu-sous-la-Roche vient d'embaucher en CDI un jeune de 21 ans issu d'un quartier prioritaire. Un recrutement pour lequel l'entreprise a reçu une aide financière dans le cadre des emplois francs plus. Ce dispositif vise à favoriser l'embauche des jeunes qui ont des difficultés à trouver un emploi. Le gros coup de pouce de Un jeune, un emploi fait que pendant 3 ans, on va avoir 17 000 € de subventions supplémentaires. Donc ça aide aussi sur des embauches quand on est une entreprise jeune, une entreprise nouvelle. On s'est dit, on le passe en CDI directement plutôt que faire un CDD. Et de se dire, on attend 6 mois, voir ce que ça donne, voir la tendance du marché et ainsi de suite. Là, on se dit, le risque est beaucoup moins grand du fait qu'on a quand même une aide derrière. On a sécurisé le parcours avec une action de formation préalable au recrutement, donc d'une durée de 400 heures, qui a permis de découvrir l'environnement, l'entreprise et puis surtout de se tester en situation avec un plan de formation co-construit entre la mission locale, Pôle emploi, l'entreprise et le jeune. Et à l'issue, une opportunité de recrutement lui a été proposée en CDD de 6 mois. Et avec le plan de relance, le plan Un jeune, une solution, on a pu mobiliser un dispositif qui nous a permis de transformer avec l'entreprise ce CDD en CDI directement. Dans le cadre du plan France Relance, très clairement, les objectifs du gouvernement, c'est de ne pas laisser les jeunes au bord de la route pendant cette période de pandémie. Donc c'était vraiment de mettre à disposition l'ensemble des moyens possibles pour que ces jeunes arrivent à rentrer dans l'emploi. Des propos recueillis par Arnaud Barrier. En bref, des élections municipales annoncées à Puyraveau. 5 élus du conseil municipal ont démissionné, un nombre suffisamment important pour entraîner l'organisation d'un nouveau scrutin pour attribuer ces sièges vacants. Ces élections partielles complémentaires auront lieu le dimanche 11 avril pour le premier tour et le 18 avril si un second tour est nécessaire.
Direction à présent La Roche-sur-Yon pour découvrir une des 900 exploitations des Pays de la Loire engagées dans la démarche Ferme bas carbone. Il s'agit d'un programme pour aider les agriculteurs à réduire leur impact sur l'environnement. Dans chaque ferme participante, plus de 200 critères sont évalués pour dresser un état des lieux et fixer un plan d'action afin de diminuer ou compenser les émissions de gaz à effet de serre. Sur cette exploitation de 235 hectares, la famille Hermoué élève 180 vaches allaitantes et 200 taurillons destinés à être vendus pour leur viande. Une activité qui permet de nourrir 1700 personnes, mais qui a aussi un impact sur l'environnement. Une voiture, on sait combien qu'elle consomme de CO2. Notre exploitation, au global, on ne sait pas du tout combien elle représente. Pour le savoir, le GAEC s'est lancé dans le dispositif Ferme bas carbone. Un diagnostic de l'exploitation a ainsi été établi. D'un côté, les impacts négatifs avec les effets de la rumination des animaux, la quantité d'eau utilisée pour produire leur alimentation ou le temps d'utilisation de tracteurs. De l'autre, les effets positifs des prairies, des haies, des mares qui captent le carbone. On stocke 275 tonnes de CO2 par an. Alors c'est quand même intéressant. Puis si on peut contribuer à en stocker plus, on fera des choses pour essayer d'améliorer. Pour les aider, un plan d'action va ainsi être défini. Plusieurs points pourront être améliorés. C'est le cas de l'alimentation. Le fourrage, mais ça peut être aussi les céréales valorisées sur l'exploitation et aller dans certaines situations jusqu'à aussi l'autonomie protéique. Et donc on peut introduire de nouvelles cultures qui vont être plus riches en protéines. La luzerne, certaines légumineuses, pour aller fabriquer tout ça sans achat. Des agriculteurs qui peuvent aussi compenser leurs émissions en développant les prairies ou en plantant des haies pour piéger le CO2. Un élément que le Conseil régional veut défendre auprès de Bruxelles pour la nouvelle politique agricole commune qui s'appliquera en 2023. Il faut une reconnaissance environnementale pour les prairies. Parce que pour nous, c'est un élément vert important. Donc en fait, on est à discuter pour voir comment, dans cette future politique agricole commune, on peut plus reconnaître la prairie ou les agriculteurs qui ont des prairies dans l'apport de subventions. En établissant le diagnostic environnemental de chaque exploitation, la profession veut aussi répondre aux critiques et présenter une image plus positive sur le lien entre agriculteurs et biodiversité. Le port de pêche des Sables d'Olonne poursuit sa transformation. Des travaux d'extension de la criée sont en cours et devraient s'achever cet été. En attendant, un nouveau quai d'allègement vient d'être terminé. Il est destiné à l'amarrage des plus grands bateaux de pêche ainsi qu'au chargement de céréales. Le quai a été entièrement reconstruit pour un montant de 3,9 millions d'euros. Il présentait des signes de dégradation. Nous savions qu'il pouvait y avoir des fragilités non visibles dans la suite. Donc nous avons initié un diagnostic immédiatement. Et ça a abouti le diagnostic à faire des travaux que nous venons de terminer, travaux importants qui sont effectivement des travaux certes très utiles au niveau de toutes les personnes qui ont besoin d'accoster, mais au niveau sécurité aussi, c'est important. Déjà, c'est vraiment très appréciable de récupérer l'exploitation complète du quai, sachant que pendant ces un an et demi de travaux, l'exploitation était restreinte. Il fallait partager aussi avec la circulation des camions de la Cavac pour amener les céréales dans les silos à grains qui sont juste derrière nous. Et donc, récupérer l'ensemble de la surface en exploitation, c'est vraiment appréciable. Puis c'est vrai qu'il y a eu un travail de qualité qui a été fait. Donc, c'est vraiment un outil qui redevient très performant par rapport à l'exploitation. Dans l'actualité culturelle, après le festival La 7e vague de Bretignolles-sur-Mer, c'est au tour du festival acoustique du Poire-et-Survie d'annoncer l'annulation de son édition 2021. Seuls les concerts de Laurent Voulzy sont reprogrammés au mois d'octobre. Avant de refermer ce journal, rencontre avec Daniel Bruno. Ce Vendéen s'adonne aujourd'hui pleinement à sa passion pour la peinture en sillonnant régulièrement le littoral. Dans ses tableaux, il représente la diversité des paysages, mais aussi les bateaux du Vendée Globe. Tous les 4 ans, il se promène sur les pontons pour peindre les IMOCA avant leur départ. Cyril Guillet. Là, c'est le Vendée Globe de cette année, je veux dire, cette année puis l'année dernière, comme on dit. J'ai commencé à le faire sur place, et puis après il y a eu un confinement, j'ai dit je vais essayer de le finir à l'atelier. Parce que j'ai fait beaucoup de croquis qui ont été faits sur du papier. Et puis maintenant on attaque carrément sur le motif à l'atelier.
Passionné de voile, Daniel Bruno fait partie des bénévoles qui, à chaque édition, encadrent la course du Vendée Globe. Avant chaque départ, il immortalise ses embarcations sur toile avant de les faire signer par des skippers. Celui de 2012, 2013, avec tous les skippers, tous les navigateurs, puis qui est par ombre, qui est signé de tout le monde derrière. Oui. Plombier de métier, il a toujours été attiré par la peinture. Aujourd'hui, à la retraite, il poursuit son œuvre. Ce qui l'inspire depuis toujours, c'est le littoral français, ses paysages et ses couleurs. Régulièrement, avec son fourgon, il sillonne les côtes de l'Hexagone de point de vue en point de vue. Là, c'est le petit port de l'Hérat, à côté de la Turballe. La Turballe et puis Piriac. Donc j'ai commencé toute la côte de la Manche, le Tréport, toute la côte, Cailleux, toute la baie de Somme, en revenant à la maison. Puis après, je faisais un thème que je prenais chaque département. Et puis j'essayais de croquer. Alors maintenant, comme on dit, avec l'âge, on a pris de l'assurance. Et puis maintenant, je peins directement sur place. Là, c'est le tableau de Pornic. Mon petit fourgon était garé de l'autre côté de la rue. Je l'ai fait sur place. Là-bas, je suis resté 2 jours. Donc, j'ai commencé à faire pareil, tout le croquis en vitesse. Puis après, je l'ai mis en peinture. Puis après, comme il a été fini, j'ai été voir si je pouvais le faire signer par le bureau du port ou quelqu'un. Donc, il doit être derrière, la signature, qui doit être là. Oui. Donc, voilà. Chaque toile est estampillée par le cachet de la ville, là où elle a été peinte. Un travail qui a été primé de nombreuses fois. Il y a aussi les cadres que je fabrique avec tout du bois flotté que je récupère sur les plages. En même temps, je fais du nettoyage. J'ai toujours un sac, je récupère aussi les briquets, les brosses à dents, les montres. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.